Bonjour, c'est Romain Bédouc. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, le podcast débat de notre radio préférée. Cet après-midi même, je suis mélomane. Pourquoi ? Parce qu'on a tous des sons préférés dans le foot. À Paris, le son qui nous fait le plus rêver, forcément, c'est celui-là. Ça, c'est... Voilà. On rêve avec ce son, on l'entend de temps en temps, c'est plutôt pas mal. On a un autre son qui nous fout les poils. Il y a un son qui nous fout les poils qu'on aime beaucoup, c'est forcément celui-là. D'ailleurs, si je peux envoyer un petit message au Paris Saint-Germain, ne changez pas du tout, Phil Collins, ça sert à rien de mettre de la rythmique, non, on garde le truc de base, ça se passe très bien. Mais je vais vous avouer, moi, mon son préf de chez Pref avec le PSG, c'est celui-là. Une bonne petite bronca du Vélodrome. Franchement, c'est pas bien la bronca du Vélodrome, ça réveille et tout. Le Paris Saint-Germain qui a climatisé le stade Vélodrome. Moi, c'était ma première escapade marseillaise pour un classico hier. Et ben, je regrette pas le voyage. Franchement, c'était plutôt pas mal. Faut que je vous raconte ma petite escapade. Des maillots de l'OM partout dans la ville dans l'après-midi. Alors, bien sûr, supplément jogging du Real, casquette de Manchester City. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Des bombes agricoles qui remplacent les klaxons à partir de 18h. Et il faut dire un beau tifo. Je vais paraphraser un ami marseillais qui m'a dit hier, tu vas voir l'ambiance au Vélodrome, c'est dingue jusqu'au premier but. Bon bah voilà, ça a été assez rapide. Bravo au Paris Saint-Germain d'avoir climatisé ce stade en fusion hyper rapidement. Franchement, j'ai kiffé. On va parler de ce match en intégralité dans 100% PSG La Tribune. Tous ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus pour ceux qui sont sur YouTube, des étoiles pour ceux qui nous écoutent en podcast. 100% PSG La Tribune, c'est parti. 100% PSG, La Tribune. Au programme de 100% PSG La Tribune, aujourd'hui on aura le traditionnel j'aime pas sur l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Je voulais faire un j'aime mais finalement ils m'ont trouvé des petits j'aime pas. Donc voilà, on va pouvoir respecter les traditions. On aura les débats. Est-ce le premier match référence de la saison pour le PSG ? Il y en a qui ont aimé la première, un peu moins la deuxième. Donc est-ce que ça fait de ça un match référence ? On va parler de João Neves. Est-ce que João Neves est un futur très grand ? Est-ce qu'on doit lui donner le numéro 6 ? Je me tourne vers monsieur Damien Dole, voilà, on va voir. Et le dernier débat, ça sera de savoir si le championnat de France est déjà plié. Est-ce qu'il est déjà plié pour vous ? Le PSG qui a maintenant 3 points d'avance sur Monaco, 6 points sur l'OM. Je vous présente l'équipe tout de suite, même si j'ai un petit peu fait un petit spoiler là tout de suite. Là. 100% PSG, La Tribune. Et oui, qui compose la tribune. Bon, allez, j'ai spoilé. Damien Dole de Libération est avec nous. Salut Damien. Salut, j'ai pas voulu briser ton lancement, donc j'ai pas réagi sur ta première pique, mais tranquille. Tu donnerais pas le numéro 6 à João Neves ? J'en parlerai tout à l'heure. Aymeric Legal de 20 minutes est avec nous. Salut Romain, salut tout le monde. Ça va ? Un petit plaisir d'être là. Je précise juste que j'ai décidé d'annuler ma venue au Théâtre du Châtelet ce soir, vu que j'ai appris que je gagnerais pas le Ballon d'Or. Ah bon ? Ah ouais. Comme tous ceux qui se sont dit finalement deuxième c'est pas ouf. Les petits rageux je fais partie de cette team. Et avec nous pour la première fois dans la tribune, Jonathan Bensadoun de Canal Supporter. Salut Jonathan. Salut Romain, salut à tous. Ça va ? Bah ouais, c'est un plaisir. Bienvenue parmi nous. Bah merci de m'accueillir. Ouais. Quel plaisir, j'espère être à la hauteur. Et puis surtout c'est un bon petit événement, c'est sympa. Parce que Damien il fait déjà la gueule, mais c'est quand même cool. Là, Quel menteur, en plus l'émission est enregistrée, puis je t'aurais de sourire quand tu m'as dit ça. Quel escroc celui-là. Les copains, on va commencer par le j'aime pas sur ce match entre l'OM et le PSG. Je vais commencer par Aymeric, parce que j'aime beaucoup ton j'aime, voilà. Ouais, je pense qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à l'aimer, c'est Pacho quoi. Le guerrier. Pas grand chose à dire, c'est dur d'analyser son match par rapport à la prestation d'hier parce que les Marseillais ont tellement peu attaqué que voilà, c'est pas le plus grand match de son histoire avec Paris, mais la manière dont il a mis Wai dans sa poche arrière, la manière dont le mec va au duel, en fait, il a quelque chose que je détestais quand je jouais au foot à mon tout petit niveau, c'était tomber sur des mecs qui sont des fous furieux, qui adorent le duel, le contact. C'est-à-dire qu'ils ont déjà gagné la bataille mentale avant même que, voilà, dès les premiers ballons, tu sais que tu vas passer une soirée de mierda et
et c'est vraiment le cas avec tous les mecs qui se tapent Pacho sur le dos. Donc, plaisir d'avoir un bonhomme comme ça. Je le suis où il veut, quoi. J'aime bien la petite variante de dire un gros mot dans une langue étrangère pour essayer de pas dire le gros mot en français. C'est pas mal. C'est pas plus mal. joli, Non, quoi. mais C'est plus je joli. disais ça avec Cojones, donc pourquoi pas, hein, ça Voilà. peut passer. Damien, est-ce que tu es convaincu par Willian Pacho pour le moment? Sur le match d'hier soir, il était, c'est quasiment parfait. Je pense que sur les duels, bon, évidemment, ça a déjà été dit, ça c'est évident. Sur les relances aussi, il a parfois essayé de chercher des choses qui n'étaient pas forcément les plus simples, pas forcément que des passes latérales, etc. Donc ça, c'était plutôt assez intéressant. Plusieurs fois cette saison, quand même, il m'a fait pas peur, mais voilà, notamment sur la profondeur, etc., sur la prise de profondeur, on sent que c'est pas son meilleur, sa plus grande C'est qualité. pas on sa va qualité dire. première. Après, Voilà. il fait un 91 ou un 92. Bien sûr. Bien sûr, non, mais quand on l'avait recruté, en plus, on savait déjà qu'on savait qu'il était très fort dans les duels. On avait un doute sur les relances. Ça avait été, il y a des personnes qui l'avaient observé, etc., qui avaient dit que c'était pas forcément le relan, c'était pas forcément non plus sa qualité première. Pour l'instant, moi, je trouve que ça se passe plutôt bien sur ce point-là. Voilà. Hier, comme il a tellement bien géré les duels, il n'a même pas eu besoin, il n'a même pas eu de mise en danger éventuellement sur la profondeur. Donc pour lui, c'est le match parfait pour lui. C'était hyper agréable. Et je pense que il y a aussi, Marseille a eu très très peu d'occasions aussi parce qu'il a annihilé des actions qui auraient pu se terminer par des buts, mais en tout cas par des occasions de but ou en tout cas des choses un peu plus dangereuses. Jonathan, j'ai une action en tête, je crois que c'est avec Rabiot en fin de première mi-temps, où c'est plutôt côté droit en fait, c'est même plus sur son côté gauche, où il accélère et puis finalement il le compte. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que il arrive, quelle que soit la position, à faire jouer ses qualités physiques pour gagner le duel, quoi. Ah, complètement. Moi, j'avoue que depuis le premier jour, je suis sous le charme de Willian Pacho. Je trouve que c'est un profil hyper intéressant et une vraie bonne pioche de la part du PSG. Et en fait, moi, je suis content aussi de voir de match en match qu'il confirme. Mais j'avoue que je comprenais pas à un moment, il était la cible des critiques par certains, parce que peut-être qu'il faisait pas assez de passes, qu'il pouvait casser des lignes, etc. Mais sauf qu'à un moment, j'ai envie de te dire que quand tu es un défenseur, ton métier premier, c'est de bien défendre. Et Willian Pacho, en fait, il sait très bien défendre. Moi, alors, je dis pas que comparaison n'est pas raison, mais quand je vois un mec comme Rudiger, je pense pas que ce soit le plus technique, mais c'est un super défenseur. Et quand je vois Pacho, je vois un peu ce style-là, ce mec hyper agressif, un peu méchant, qui va te presser, qui va pas te lâcher du match comme là toute la première mi-temps hier sur Wai, c'était impressionnant. Et j'adore ça. Et j'ai envie de te dire que souvent on est là à dire on veut Pacho, on compare toujours avec Thiago Silva, mais Thiago Silva, il y en a eu qu'un. Alors, il faut aussi comprendre. Et des joueurs qui sont là en même temps, très bons défenseurs, très esthétiques, capables de casser des lignes. Non, mais ça, j'ai pas, enfin, comment dire, quand je prends Pacho, j'ai pas envie de Franz Beckenbauer, de toute façon, parce que je sais qu'on l'aura pas. Et je sais qu'il y en a pas sur le marché. Donc prenons déjà un excellent défenseur, un mec rude, un mec qui en plus, je trouve, une belle marge de progression. Et je vois ça avec Pacho et moi, personnellement, j'en suis hyper satisfait, quoi. Il y a aussi une question de complémentarité. Avec Marquinhos, ça a l'air de vachement bien marcher les deux ensemble. Alors, on pensait que Luis Enrique allait vouloir le défenseur central peut-être plus fin techniquement avec Beraldo et qu'il allait vouloir mettre tout pour la relance. Finalement, le plus complémentaire des deux, c'est Pacho. Ouais, puis depuis le début de saison, c'est peut-être un des seuls endroits dans l'équipe qui bouge le moins aussi. Donc ça fait du bien que les mecs, ils ont besoin de très vite s'entendre, de savoir comment fonctionne l'un et l'autre. Si visiblement il a décidé que Pacho c'était titulaire indiscutable pour le moment, donc il faut absolument qu'il soit dans les meilleures conditions. Quoi de mieux que d'être avec ton papy Marquis à tes côtés, qui lui Papy est plus 30 ans. Oui, non, je sais bien. J'ai l'impression qu'il est. C'est pas vieux, 30 ans. Qu'il est là depuis j'ai 5 ans, donc voilà, je le rends encore avec ses bagous aux dents, donc voilà, c'est papy. Mais oui, non, effectivement, cette complémentarité, elle est belle. Il a le temps de progresser. C'est sûr qu'à la relance, ça sera jamais évidemment Thiago Silva, comme tu as dit, on va pas le fantasmer, mais voilà, la marge de progression, je pense qu'elle est vraiment gigantesque et que donc sous les ordres de Luis Enrique, tu ne peux que t'améliorer au moins dans ce jeu de relance, jeu au pied, ce jeu technique. Il a au moins les bases pour faire peur aux défenseurs, aux attaquants adverses. Et c'est vraiment ça qu'on veut. C'est un mec qui te souffle dans le cou pendant 90 minutes et qui en fait, voilà, quand je disais, il gagne la bataille direct, les mecs, ils rentrent, ils ont peur. Et ça se sent. Et dans un club comme Paris, où on a parfois eu quelques petites largesses défensives, notamment sur les côtés, c'est bien d'avoir ce garçon-là. Enfin voilà, t'as vraiment
t'es serein avec lui, quoi. Et je pense que ça donne de la confiance à toute l'équipe et notamment la charnière. Je me permets juste de dire un mot Oui, parce vas-y. que tu parlais de Beraldo. Et Beraldo, lorsqu'il est arrivé, une des premières qualités dont on a mis en avant, c'est sa fameuse qualité de passe, sa fameuse vision, etc. Mais on voit qu'aujourd'hui, Beraldo, ce qui lui reproche principalement, sont ses qualités de défenseur. Donc, à un moment, c'est bien beau de savoir casser des lignes, etc. Mais ce qu'on lui demande principalement, c'est d'être bon en défense, être solide. Et donc, j'ai envie de te dire que ça viendra dans un second temps. Donc, c'est pour ça que moi, je te dis, je me permets de prendre le contre-pied sur ce que j'ai pu entendre vraiment pendant plusieurs semaines, à savoir, ouais, il se fait pas de passe en avant, il a du mal à casser des lignes, il est pas capable de faire une ouverture. Non, mais moi, aujourd'hui, je m'en fous, je lui demande pas ça, je lui demande d'être un super défenseur. Ce qui, aujourd'hui, je trouve le cas. Une arme de dissuasion défensive. Ça peut Complet. être pas mal, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. On reste dans le secteur défensif avec un défenseur, mais pour ses qualités offensives. Mon cher Tu peux me Damien. poser la question, s'il te plaît Il n'y a, pas de question. Ah non, Tu veux la question C'est quand on j'aime, Damien 8, c'est le nombre de hors-jeu. Non, je rigole. Je l'ai préparé depuis le métro, la mode Piquet-Grenelle, celle-là. Oui, c'est Nuno Mendes, du coup, mon vrai j'aime, même si mon plus gros j'aime du week-end. Non, mon plus gros j'aime, ça reste la victoire de Paris, évidemment. Évidemment, parce qu'on est là pour débriefer ce match. C'est enfin que Nuno Mendes, en fait, il est pris sur ses qualités. C'est un des plus gros reproches, peut-être, que je fais à Luis Enrique en ce début de saison. Reproche déjà en fait l'an dernier, il était déjà sur ce mode-là, c'est-à-dire en gros sur les 4 défenseurs, celui qui avait le plus l'autorisation de monter, c'était Hakimi. On en avait parlé plusieurs fois l'an dernier, etc. Et on avait dit que si les deux sont présents, évidemment, Nuno Mendes il a loupé une grosse partie de la saison dernière, mais si les deux sont présents, c'est compliqué d'autoriser aux deux de monter. D'aller vers l'avant. Ouais. Voilà. Sauf que Nuno Mendes qui reste que derrière, c'est limite, tu sais, à quoi ça sert en fait limite de le mettre sur le terrain, puisqu'on sait que ses plus grandes qualités elles sont offensives. Alors lui sur la profondeur, il n'est pas gêné parce que voilà, mais c'est vrai que sur le duel, parfois c'est un petit peu compliqué. Et hier, quasiment sa première montée, ou peut-être sa deuxième montée, mais en tout cas, voilà, en fait, il fait un appel hyper intelligent. Il a une qualité de centre qui est vraiment extraordinaire et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. On parle souvent de ses qualités de dribble, son explosivité, mais il a une qualité de centre, des centres très très tendus qu'on voit pas trop d'air dans le football aujourd'hui. C'est vraiment des centres Fort, très forts, mais en plus il y a il y a du rat de terre, il y a de la variabilité, hein, ça se dit pas. Variété, ouais. Ce terme se dit, mais pas là forcément. Mais, et même si c'est très puissant, ça part rarement au troisième poteau. Donc c'est franchement, et là, résultat, il met un centre qui est surpuissant dans la zone parfaite. Rouli qui est plutôt un très très bon début de saison. Il a juste fait une petite bêtise dans le courant de ce début de saison, mais sinon il est plutôt très très fiable. Et il se retrouve en fait à faire une erreur qui en réalité n'aime pas vraiment parce qu'il se dit que s'il n'intervient pas. De toute façon, s'il n'intervient pas, derrière il y a Kanguilny qui allait aussi. Donc voilà, mais je crois qu'il y avait quand même le défenseur. C'était Dembélé, c'est ça? Non, c'était Kanguilny. Kanguilny, voilà. Mais du coup, tu vois, oui, c'est ça. Et mais du coup, tu te retrouves, tu vois, avec sur le premier but, pardon, le deuxième but, pardon. Et donc en fait voilà, il fait ce centre là qui en fait amène le but qui est quasiment une passe décisive parce qu'en fait il crée l'occasion avec ce centre et franchement en fait ça fait du bien. J'espère que Luis Enrique, je sais très bien qu'il est très intelligent, qu'il voit les choses, etc. Mais c'est vrai que des fois tu sens qu'il a des principes de jeu, il a des certitudes. Et j'espère que cette certitude qui est que il faut que Nuno Mendes soit pas trop porté vers l'avant. J'espère que sa certitude elle s'estompera et que le match d'hier en fait va un petit peu le questionner sur ce choix. Moi, depuis un an, enfin un peu moins d'un an maintenant que Nuno Mendes est revenu de blessure, j'ai plutôt l'impression que le but final est d'alterner avec Hakimi qui parfois se met en centrale et Nuno Mendes qui va vers l'avant, et puis parfois Nuno Mendes qui est en centrale et Hakimi qui va vers l'avant, et que suivant le match, suivant la physionomie, on s'adapte quoi. Est-ce que tu le vois aussi comme ça? J'ai l'impression d'être tout seul dans mon monde à penser ça. Moi, en fait, j'allais justement rebondir en disant que ça devrait être ça la normalité au Paris Saint-Germain. Quand tu as deux joueurs comme Hakimi et Nuno Mendes qui peuvent monter, qui sont très 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 forts en attaque, rien n'interdit à l'un de monter et à l'autre d'assurer derrière. C'est pas juste la primauté d'Achraf. Je ne sais pas pourquoi il aurait le totem d'immunité et l'autre il reste derrière à s'embêter parce que ce mec-là, à chaque fois qu'il fait une montée, c'est pas compliqué. Il te crée une occasion.
Enfin, c'est vraiment, je pense que j'ai pas les stats sous les yeux, mais tu as vraiment la sensation qu'à chaque fois qu'il monte, il crée du danger, il crée quelque chose, il amène au moins un tir ou une avant-dernière passe qui est forte. Donc oui, que Luis Enrique soit dans ces petits schémas où chaque joueur doit pas dépasser de 10 mètres ce qu'il a décidé, il faut aussi qu'il... Alors je sais bien qu'il n'écoute pas la plèbe, hein, ça il nous l'a suffisamment répété, mais s'il commence un petit peu à changer, notamment sur cette vision-là, sur ce point-là, je vais commencer à avoir un petit peu plus de respect parce que tu peux pas gâcher le talent de Nuno Mendes. C'est un offensif qui est derrière, mais dont on a besoin à chaque match. Donc voilà, plus de liberté pour Nuno, s'il te plaît. Est-ce que tu es optimiste sur la gestion des 2 latéraux offensifs dans leurs bonnes caractéristiques? On voit une évolution. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Moi, effectivement, Luis Enrique, on le voit, c'est quelqu'un de dogmatique. Donc moi, j'avais peur qu'il s'entête avec seulement Hakimi et Dembélé qui ont la liberté sur le côté droit et Barcola qui est seul sur son côté. Là, on voit effectivement que Nuno Mendes prend de plus en plus d'initiatives. Et toi, Romain, tu dis c'est l'un ou l'autre. Pour moi, ça devrait être l'un et l'autre. Surtout quand tu n'as pas de numéro 9 au Paris Saint-Germain et donc tu as un danger potentiel en moins. Tu as de la chance d'avoir des latéraux offensifs d'un niveau exceptionnel, d'un apport incroyable, qui sont souvent décisifs, de par leur qualité technique et aussi devant le but ou dans leur qualité de centre. Et je pense surtout à Nuno Mendes pour ça. Pourquoi t'en priver ? Pourquoi tu pourrais pas plutôt mettre un Warren Zaïre-Emery, peut-être le décaler peut-être un peu plus en retrait, qui pourrait faire ce fameux troisième défenseur dans la construction. Et derrière, en fait, tu as des armes offensives qui sont à fond. Et je pense qu'avec Nuno Mendes et Hakimi haut sur le terrain, tu crées d'autant plus de danger et tu crées d'autant plus de déséquilibre pour une défense adverse, quoi. Damien. Ouais, pour rebondir là-dessus, je suis totalement d'accord avec ça. C'est que pour moi, en fait, Hakimi, en fait, le souci entre guillemets, c'est qu'à mon sens, c'est le meilleur joueur depuis le début de saison, le meilleur joueur au Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Il est complètement libéré. On avait cette crainte avec le départ de Mbappé et on connaissait sa proximité avec lui. On avait une crainte qu'il soit atrophié un petit peu et en fait pas du tout. Pour moi, il est même libéré vraiment. Il fait physiquement, on le sent excellent. Il est excellent. Voilà, il y a plein de choses. Donc, j'ai pas envie que le fait de libérer Nuno Mendes, ça bride en fait notre meilleur joueur depuis le début de saison. Ce serait un peu contre-productif. Moi aussi, j'aimerais qu'en fait, finalement, ce troisième défenseur dont on a besoin un petit peu sur les phases offensives, c'est-à-dire un peu pour de la couverture, ce soit un milieu. Est-ce que c'est Vitinha, est-ce que c'est Zaïre-Emery, est-ce que c'est Joao Neves, finalement, en fonction de... Parce que souvent, il y en a au moins un qui se projette, parfois deux. Donc, celui qui ne se projette pas, quelque part, qui soit vraiment en train de se dire, vraiment de réfléchir à une éventuelle contre-attaque adverse là-dessus. Et puis, il y a autre chose qui plaide pour la montée de Nuno Mendes, c'est Barcola, qui souvent se retrouve seul. Alors des fois il y a Joao Neves qui, par exemple hier, il y avait des moments assez intéressants, Joao Neves qui décalait sur le côté gauche, là, qui venait un petit peu l'aider, ouais. Donc c'était intéressant. Mais c'est vrai que le premier but c'est Barcola Nuno Mendes, et en fait souvent Barcola il est un peu seul et j'ai l'impression que les défenseurs commencent à comprendre on l'a vu, il a été bien cadré, bien cadré par Murillo. Et quand les gens commencent à comprendre qu'en fait, quand il fait ses dribbles un petit peu, on a l'impression qu'en fait il fait un peu n'importe quoi avec ses jambes, etc. Puis en fait, ça passe systématiquement. C'est-à-dire c'est un dribbleur qui est pas forcément qui a pas l'esthétique d'un Neymar, mais en fait qui est très très efficace et qui arrive à mettre des feintes de corps qui sont pareil, un peu anachronique d'ailleurs, celle de Barcola. Et justement apporter une autre arme dans son secteur. Si tu as Nuno Mendes qui est lancé à chaque fois ou qui peut centrer, frapper, repiquer dans l'axe, faire une 1-2, etc. Bon courage à tous les défenseurs du monde même pour avoir deux personnes portées vers l'offensive d'aussi grande qualité et qui joueraient ensemble. Bon, on va continuer sur les j'aime et puis on fera les j'aime pas par la suite parce que de toute façon les j'aime pas c'est un peu moins long. Jonathan, ton j'aime, il est pas forcément sur le PSG en lui-même. Explique-nous lequel c'est mais je le trouve hyper intéressant. Alors Romain, le problème c'est que entre temps, c'est ma première et je vais déjà être chiant. J'ai changé mon j'aime puisque mon j'aime est aussi mon j'aime pas. Donc, comme ça au moins ça te permet de faciliter, faire la transition. J'ai pensé à toi. Mon j'aime c'est Luis Enrique et mon j'aime pas c'est aussi Luis Enrique. Donc au moins ça a le mérite d'être clair. J'aime parce que encore une fois on voit sur le début de saison en Ligue 1. C'est un parcours qui est quasiment parfait. Et sur le match d'hier, ce que j'ai aimé, et c'était un peu mon propos un peu plus tôt, c'est qu'il est sorti un peu de son dogmatisme de mettre Lee Kang-in en faux neuf. Et là, on l'a vu que c'était plutôt Ousmane Dembélé qui était dans l'axe. Et en fait, après, il y avait une polyvalence avec Lee Kang-in qui était plutôt sur son côté préférentiel, qui était sur le côté droit. Et je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est là où il a marqué tous ses buts, ou quasiment. Et c'est là où je trouve il brille davantage. Et Dembélé,
pour le coup, sur les 20-25 premières minutes avant qu'il y ait ce fameux carton rouge, je trouve qu'il a été vraiment mis en avant et ça, il faut mettre au crédit Luis Enrique, tout comme donc, on parlait d'activité de Nuno Mendes. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Ce qui va amener à mon j'aime pas, c'est que moi, ce que j'aime pas, j'avoue, c'est le traitement de Ronald Colomwani. Comment hier, il n'a pas une seule seconde au Vélodrome dans un match qui est déjà acté, où tu as besoin quand même, c'est un joueur qui est de ton effectif, qui est de qualité, parce qu'on le voit quand même avec l'équipe de France, on l'a vu avec Francfort, enfin on n'invente pas, et même sur certaines, au début de saison, on le trouvait plutôt bon, son entrée contre Lille, son entrée contre Le Havre, là où il est titulaire contre Le Havre, il remplace Gonzalo Ramos, son entrée contre Girona aussi, où je le trouve très bon, et je ne comprends pas sa gestion. Pour moi, ça me paraît incompréhensible. C'est-à-dire que là, tout est fait en tout cas pour qu'il ne se relève pas, qu'il n'arrive pas à faire son trou et qu'il n'arrive pas à essayer d'être juste, sans être bon, mais au moins juste être un apport. Parce que là, pour le coup, il ne sert à rien. Et je ne comprends pas, parce que l'été dernier, on nous a rabâché sur le fait qu'il fallait un numéro 9, mais nous, on nous disait que Luis Enrique était extrêmement satisfait de son équipe et de ses attaquants, et donc, en gros, il comptait sur Colomwani. Finalement, quand tu vois sa gestion de Colomwani depuis le début de la saison, à l'image de ce qui s'est passé contre Marseille, enfin, je ne comprends pas. Moi, c'est une des premières choses que quand je commentais le match hier pour France Bleu Paris, c'est une des premières choses que je dis quand Mayoulou et qui est le deuxième Asensio rentrent. Je disais tiens, c'est la 3e salve de remplacement, 5e changement. Bon on n'aura pas de Colomwani. Est-ce que vous trouvez cette gestion logique par rapport à ce qui a été vu sur les dernières semaines, ou finalement, comme Jonathan, là, c'est vraiment l'enterrer encore un peu plus et pas essayer de le relancer, alors que même pour les intérêts du Paris Saint-Germain, le relancer, ça peut être plutôt bénéfique. Moi, j'ai du mal à me positionner parce que je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que Colomwani, il a eu beaucoup de temps pour se faire à ce transfert raté, enfin ce transfert compliqué la saison dernière. J'ai l'impression que son niveau de confiance, il a disparu, il ne reviendra jamais. Alors je comprends les cas. Oui, bien sûr. Mais j'ai du mal à le voir autrement que comme un soldat perdu pour cette équipe. Après, effectivement, tu peux pas avoir une gestion où tu décides de ne plus jamais le faire jouer et de le cramer littéralement, parce que là, tu l'enterres. Hein, c'est fini dans sa tête. Donc, effectivement, c'est dur à gérer. Mais moi, à chaque fois que je vois ces entrées, il y a peut-être, effectivement, tu as cité quelques matchs où c'était pas si mal. Moi, j'ai quand même en tête surtout beaucoup de ratés. Et la sensation que tu as beau lui faire confiance, lui dire allez mon gars, que ça ne marche pas, que ça ne marche plus et que ça ne marchera jamais. Donc oui, elle est dure cette gestion, mais au fond de moi, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup essayé, beaucoup été patient avec lui, et que le résultat, il est... Moi, je 11e match. Séparé, alors, juste de l'été dernier, c'est ça en fait que je ne 11e match sur 12 possibles pour Colomwani. Il était là 11 des 12 matchs, mais c'est seulement le 15e temps de jeu de l'effectif. Ça, qu'en soit, il a 15e temps de jeu. Que ça, en fait. Asensio, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Beraldo, Dembélé, Vitinha, Kanginli, Marquinhos, Donnarumma, Barcola, Hakimi, Neves, Zaïre Emery, Pacho. Voilà les temps de jeu du Paris Saint-Germain. Je vous l'ai mis du 15e au premier. Comment tu te positionnes sur Ronald Colomwani? Alors, il y a deux choses, c'est que hier, en fait, finalement, il rentre pas. À mon sens, c'est aussi parce que Colomwani, quand les défenses sont resserrées, je vais pas dire qu'il est inutile, mais il sert franchement quasiment à rien. Et je sais pas si, peut-être que les semaines à venir vont me faire mentir. Je pense pas qu'il l'enterre complètement et qu'il ne veut plus le faire jouer. Je pense juste qu'il se dit que, en fait, il va rentrer et qu'il va encore buter contre une défense qui est à 20 mètres de ses cages, et que du coup ça sert à rien parce qu'on voit qu'en fait il n'y arrive pas dans ces défenses-là, et que je pense que c'est une grande partie de son échec à Paris, c'est que c'est un joueur qui doit avoir beaucoup d'espace pour pouvoir briller, qu'il a souvent en équipe de France, qu'il avait beaucoup en Allemagne et qu'il a très très peu en fait à Paris. Et on va pas se mentir, je pense que Ronald Colomwani il s'imposera jamais à Paris. Je pense qu'il va partir. À mon sens, il aurait dû partir cet été. Je pense qu'il aurait dû partir cet été. Et que c'est triste parce que même si c'était pas un foudre de guerre, etc., je pense je me suis dit allez, pourquoi pas, vu la saison qu'il vient de faire en Allemagne, etc., vu ce qu'il a fait aussi en équipe de France, il aurait pu être d'ailleurs le sauveur. Il a été d'ailleurs le joueur qui a participé au reversement du match contre l'Argentine. Il ne faut pas l'oublier ça non plus. Même si on se souvient tous de son action ratée à la fin
enfin raté, de l'arrêt extraordinaire plutôt sur sa frappe quand même. Mais je veux dire, mais sa rentrée en fait change beaucoup de choses en équipe de France dans une finale dans une finale de bien Coupe sûr. du Monde. Donc on parle pas non plus d'un petit match de Coupe de France. Et de se dire, tu te retrouves avec un joueur qui est une sorte de game changer d'une finale en Coupe du Monde, avec un joueur qui des fois rate des passes à 1 mètre, enfin 1 mètre, genre, je rajoute, mais 2, c'est pas 2, beaucoup 3 mieux, mètres, d'ailleurs, c'est ouais. beaucoup mieux. Des occasions qui semblent assez simples, voilà, voilà, c'est triste, mais je pense qu'hier, en fait, c'est plus conjoncturel. En fait. Je me pense vraiment qu'il se dit à quoi bon. Vas-y, et après il faudra qu'on passe en jeu. T'en reviens juste toujours au même souci. C'est pourquoi on est allé chercher ce joueur-là avec ce profil-là quand on a un entraîneur qui ne joue absolument pas comme ça et que tu sais que 95% de ta saison de Ligue 1, tu vas être face à des blocs bas. En fait, je ne comprends pas le recrutement de Kolo Muani de base et au final, on se le traîne toujours. Pas le Bon, joueur, mais il a c'est été, cette c'est erreur-là. un recrutement qui a été fait un peu différemment des autres recrutements. Oui. Voilà. Mais à la fin, tu le payes. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes personnes qui ont fait Kolo Muani et qui ont fait le reste de l'effectif. Voilà, très clairement. Mais voilà, mais mine de rien, on va répéter ces choses-là à chaque fois. Et en fait, j'ai rien contre ce joueur. C'est juste qu'il n'est pas dans la même bonne équipe avec le bon entraîneur. Quoi. Mais tiens, ça fait un lien, sans le vouloir, ça fait un lien, puisque là aussi, on va parler d'un joueur qui a aussi été choisi par quelqu'un d'autre que les autres joueurs du Mercato. T'as envie de nous parler de Désiré Doué? C'est un de tes j'aime pas. Alors, c'est Désiré Doué en lui-même ou c'est sa gestion? Bien tenté, alors tu le sais très bien parce que je l'ai dit dans le groupe que c'était pas lui mais sa gestion. Ça c'est pour la pile de tout à l'heure. Non, mais les gens ne Ça, savent c'est pas. pour tuer ton Les lancement. gens ne ça. savent pas qu'on a une conversation WhatsApp où on s'insulte pendant tous les matchs. Hein. Oui, certes. C'est évidemment sa gestion. C'est un joueur que moi j'adore. Que voilà, j'ai toujours aimé les profils de dribbleurs, des personnes qui font qu'on regarde le football pas uniquement pour des aspects tactiques ou des aspects de juste de victoire ou de défaite. C'est des joueurs en fait voilà qui sont intéressants. C'est pour ça que j'ai toujours adoré Neymar, c'est pour ça que j'ai toujours adoré Verratti, Thiago Silva aussi dans un autre style parce que j'adorais le voir jouer en fait esthétiquement au-delà de son efficacité. Et c'est vrai que Désiré Doué depuis le début de saison, c'est je veux dire, Ronald Kolo Muani, oui, ça m'attriste sa situation CRM. Alors Désiré Doué, pour moi, c'est une tragédie en fait ce qui est en train de se passer dans ce début de saison. Alors, c'est pas que dû à Luis Enrique. C'est pas que dû à un mauvais choix, par exemple, de direction sportive ou de direction et de présidence sportive. De direction sportive et de présidence. Mais vraiment, en fait, pour moi, il est utilisé vraiment à contre quoi Contre-emploi. Contre-emploi, exactement. Et quand je le vois rentrer hier, on sent en fait en plus, alors, il se fait rabrouer par Luis Enrique à un moment donné quand il tente 2-3 frappes de suite, mais en même temps, il a tellement envie de prouver, il a tellement envie de montrer ses qualités. Alors oui, il doit être patient. Et c'est vrai qu'une fois qu'il a commencé à pas insulter le jeu, mais qu'il a essayé de chercher la passe et le dribble efficace, il a commencé à être dangereux. Et sauf que moi, je le comprends. En même temps, il a tellement de temps tellement peu de temps de jeu qu'à un moment donné, oui, en fait, je trouve que c'est un humain et il se retrouve à pas faire les bons choix sur le terrain. Et ça m'attriste vraiment. J'ai pas envie. Autant Ronald Kolo Muani, je vous en ai fait un. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé, mais T'as fait le deuil. Voilà, T'as fait le deuil exactement. des grosses performances de Kolo Muani avec le PSG. ah oui, ça, je pense que tout le monde a fait le deuil de les grosses performances de Kolo Muani au PSG. Mais Doué, en fait, j'ai pas envie justement qu'on gâche complètement ce talent. Et dans un autre genre, en fait, j'ai pas envie que ça nous fasse comme une Ekitike, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on a un très très bon jeune joueur et que pour des raisons, alors Ekitike, voilà, c'était des raisons différentes. Et à un moment, il se retrouve à montrer tout le potentiel qu'on lui donnait avant qu'il arrive à Paris. Et pour Doué, c'est pareil. L'Europe entière, en fait, il y avait le Bayern, etc., qui était à fond dessus. Puis c'est un joueur qui est juste excellent intrinsèquement. Il se retrouve à Paris, il se retrouve complètement à la ramasse et on le verrait partir. Et je suis quasi persuadé que dans n'importe quel autre club, en fait, ça fonctionnerait s'il était utilisé correctement. Bon. Voilà, donc c'est pour ça, je suis un peu triste en fait de. Hier sur sa rentrée, Jonathan, on a l'impression que c'est un peu toujours téléphoné, quoi. On sait un peu ce qu'il va faire. Bon, là il joue à gauche, donc il est rentré pied droit. Il y a son face à face où peut faire un petit peu mieux, quoi, parce que le plat du pied il est plein centre, il met un peu de temps avant de tirer. Est-ce que les problèmes qu'il a, même si là encore il est jeune, donc c'est des problèmes, tout est relatif, hein, mais est-ce que c'est dû à la manière dont il est mis sur le terrain, balader un petit peu, ou c'est aussi lui qui peut-être ne se fait pas violent? Je pense notamment à ce face à face où il aurait peut-être pu faire mieux. Moi, je pense que c'est un joueur qui n'est pas fini.
On l'a vu même l'année dernière en Ligue 1, c'est un joueur qui encore manque de maturité dans son jeu et qui n'est pas complètement terminé comme à contrario d'un Barcola lorsqu'il arrive, où là tu vois vraiment clairement ses qualités, ses points faibles, là où il est bon avec l'Olympique Lyonnais sur ces 6 mois, ça sautait aux yeux. Et Doué, c'est pas ça. Doué, il est encore, c'est un diamant qui est encore très brut, qu'il faut encore tailler. Et je pense que Luis Enrique, c'est ce qui se dit, et c'est pour ça qu'il le traballe un peu à droite à gauche. Sauf que moi, j'avoue, ce qui me dérange un peu, c'est que Désiré Doué, là où je l'ai vu très bon avec le Stade Rennais, c'est au milieu de terrain. C'est un milieu de terrain, ce mec-là. C'est un 8, c'est un 8-10. C'est un 8-10. Mm. Et là, le problème, c'est que là, il est utilisé comme ailier. Donc, quand tu es ailier, et surtout lorsque tu es face à une concurrence comme Barcola et Dembélé, qui sont des joueurs qui provoquent énormément à chaque fois qu'ils ont le ballon, et bah, lui, il est obligé, peut-être, à se forcer à essayer de jouer comme eux, à forcer un peu son jeu, c'est-à-dire à chaque fois qu'il a la balle, tenter 2-3 passements de jambes, éliminer, frapper, comme ce qu'ils font. Sauf que c'est pas son jeu. Son jeu, c'est d'être un 8-10. C'est un joueur qui est plus au cœur du jeu, qui va participer, qui va faire les efforts offensifs comme défensifs. Et je trouve, et c'est là, je vais reprendre les mots de Damien, il est aussi utilisé à contre-emploi. C'est quand même, et je trouve ça très frustrant, et surtout quand j'entends la conférence de presse de Luis Enrique d'avant-match contre Marseille, où il dit on a 5 milieux de terrain, et j'inclus là-dedans Mayoulou, donc ça veut dire que dans sa tête, clairement, Ouais, Désiré Doué il n'est est pas pas dedans. un milieu de terrain. Et j'avoue que, alors je suis pas là à l'entraînement, donc voilà, moi je vois juste, je suis un mordu de Ligue 1, j'adore ça. Donc et moi quand j'ai vu Désiré Doué et que j'ai apprécié le joueur, c'est vraiment milieu de terrain. Donc j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe un peu. C'est un peu le problème avec ce style de profil, je disais 8-10, c'est que 8-10 dans un 4-3-3, voilà, c'est soit 8, soit pas 8. Quoi. Mais Évidemment, il y a moins de place pour toi. Après, tu es dans un club qui a un effectif gigantesque. Tu dois gagner tes galons. J'ai tendance à penser que peu importe où on doit te mettre, essaye de faire les choses bien. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Damien, quand même, mais je lui exclus pas une part de responsabilité. C'est-à-dire que quand il entre, il veut tout faire tout seul, il veut tout faire tout beau. Et à la fin, ça donne rien. Et il gagnerait tellement à jouer simple. C'est ce qu'il a commencé à faire quand Luis Enrique lui a mis une chasse, une bonne chasse. Tout de suite, ça s'est amélioré. Il s'est appuyé sur les copains. Euh, Moi, franchement, c'est 4 ou 5 tentatives de frappe en 3 minutes. Je suis là, mais putain, devant ma télé, mais t'es sérieux, gamin? Non, mais faut pas exagérer. Alors après, oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas son poste habituel, mais mine de rien, il va falloir s'y faire parce qu'on a l'impression que Luis Enrique a décidé que c'était plutôt là qu'il allait le faire jouer. Donc voilà, t'as peu de temps de jeu. T'es peut-être pas un poste qui te convient, mais sois suffisamment fort et mature et intelligent pour te dire je vais quand même taper dans l'œil à ce poste-là. Damien sur Doué, après on Ouais, juste pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tous les deux, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt le remplaçant de Joao Neves, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, en réalité, là où je le verrais très bien, c'est que Joao Neves, en fait, il se projette, il va dans la surface de réparation, son premier but, c'est ça. Il est plus offensif, en fait, que d'autres milieux. Il est très fin techniquement, et en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt lui, en fait, qui devrait remplacer plutôt que Barcola, c'est-à-dire dans cette zone du milieu de terrain, justement, comme tu dis, dans un 4-3-3, il n'y a pas vraiment de 8-10, mais en fait, Joao Neves, à un moment donné, quand avec ses projections, etc., il arrive vraiment quasiment au point de pénalty. Moi, je verrais vraiment Désiré Doué là, et j'ai vraiment pas envie qu'on gâche ce talent. On va pas faire ton j'aime pas, mon cher Émeric. Pourquoi ? Parce qu'on va l'incorporer directement au premier vrai débat, gros débat de l'émission. C'est de savoir si ce match face à l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome est le premier match référence de la saison. Et donc je vais aller vers toi parce que donc dans l'intimité du groupe WhatsApp de 100% PSG à la tribune, tu m'as envoyé ton j'aime pas qui était cette deuxième période où le PSG n'y va quand même pas à fond pour... Alors il y a les occasions, hein, on aurait pu en mettre 5-6. Geronimo Rulli, soit il en arrête, soit il y a Dembélé qui veut pas marquer, Fabien Ruiz pareil. Mais on n'a pas senti un PSG pressant à vouloir absolument mettre le 4e, le 5e, ça a parfois un peu ronronné. Est-ce que pour toi, ça t'empêche de voir cette rencontre-là comme un match référence ou pas ? Ben, ça va être une mi-temps de référence en fait. Tu peux difficilement l'analyser autrement que comme ça. Enfin, peut-être que si, hein, peut-être que ça va être le cas, mais je trouve que oui, moi je suis vraiment déçu par la seconde période parce que le poids d'un classique, parce que toute la valeur symbolique que ça a, parce que si tu peux leur en mettre 8 à la maison, il faut leur en mettre 8 à la maison. Alors évidemment, derrière, tu as Ousmane les gros pieds, c'est quand même ça. Il va falloir se poser des questions quand même des fois. Entre celle du PSV sur la barre où n'importe qui la met et celle-là. C'est dans des styles différents, hein, parce qu'il y a un moment où il va taper en force. Là, il tente un plat du pied. Non, ouais, c'est quand même des ratés. Alors les gens vont dire c'est humain. Ouais, mais c'est humain. Mais t'es quand même à voilà. Mbappé
énormément de choses à lui reprocher, mais celle-là, il les claquait au fond. Donc voilà. Après, je regarde. J'essaie de me remémorer tous les souvenirs du début de saison, tous les matchs qu'on a fait. Effectivement, je vois pas de match référence jusqu'à là, donc je vais quand même un peu tempérer. Je vais dire que rien que ce qu'on a vu dans la première période, au moins moi, ça me suffit à me dire que c'est ce PSG-là que j'avais entreaperçu en début de saison contre Montpellier à la maison, même si c'est Montpellier et que tout le monde va leur remettre cette année. Mais voilà, c'est des joueurs qui bougent, du mouvement, des mecs qui ne jouent pas forcément à leur position. Joao Neves qui peut monter très 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 haut, Vitinha aussi, Dembélé qui revient. Enfin voilà, moi j'ai pris du plaisir. Et en fait, de toute façon, à chaque fois, c'est mon curseur. Est-ce qu'on prend un kiff devant les matchs du PSG? Hier, pendant 45 bonnes minutes, ouais, t'es au top. Derrière, c'est un peu dommage de ne pas avoir voulu leur enfoncer la tête dans la bassine, quoi. Jonathan, premier match référence ou pas? Et on n'a eu que des matchs un peu mitigés depuis le début de la saison. C'est ça le problème, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas eu tant de matchs références que ça, parce que même je vois les matchs contre Brest, contre Lille, ça a toujours été inconsistant. Et en Ligue des Champions, contre Girona et le PSV, il manquait l'efficacité. Avec l'efficacité, tu peux te dire, ce sont des matchs plutôt maîtrisés. Le PSV en soi, hormis le but et le face-à-face, dans l'ensemble, Paris domine largement. Il manque, entre guillemets, c'est un peu l'essentiel dans le foot, que les buts. Donc, et j'avoue que j'ai pas trouvé le niveau global footballistique incroyable sur ce match, ce classique. J'ai été un peu déçu là-dessus. Paris, j'ai l'impression, a juste vraiment accéléré pendant 20 minutes, marqué son but, il y a eu l'exclusion, et après, ils n'ont même pas eu besoin de forcer leur talent. Oui, c'était de la gestion. Je trouve qu'il y a eu quand même pas mal aussi d'imprécision technique. Pourtant, il y a 3-0 à la mi-temps, et je me dis, en fait presque, l'adage de ce groupe, c'est trop facile. Franchement, c'était trop facile hier. Et c'est dommage parce qu'en fait, même avec des imprécisions techniques, même avec des occasions manquées, etc., il y avait 3-0. Et et moi, j'avoue que quand je vois, par exemple, lorsque Paris avait gagné 5-1 contre Marseille aussi au Vélodrome, et il y avait, il me semble, aussi 3-0 à la mi-temps, mais j'avais été beaucoup plus impressionné techniquement par ce Paris Saint-Germain. Alors, le niveau global, c'était après le 4-0, c'était juste avant la remontada. Exact. On va oublier le. Oui, on va oublier ce qui se passait après. Mais il y avait une période d'euphorie sortie du match aller du Barça avec le déplacement après au Vélodrome. Voilà. C'était complètement fou. C'est ça. Et je n'ai pas trouvé techniquement, j'étais un petit peu déçu là-dessus. Damien, ça n'empêche qu'avant cette rencontre, alors on pouvait le croire ou pas le croire, mais il y avait énormément d'interrogations sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que le milieu de terrain de Marseille est meilleur que celui du PSG parce qu'ils ont Rabiot, international français, et Højbjerg, ancien de Tottenham et du Bayern? Est-ce que cette équipe-là n'est sans star, n'est peut-être plus l'ogre de la Ligue 1? Donc il y avait des questions. Là, il y a plus de questions après ce match-là, parce qu'il y a eu aussi notamment l'entame de match que le PSG a fait, quoi. Alors, c'est toujours pareil, c'est avec cette Ligue 1 qui est très, qui est très très faible, notamment, il y a toute une partie en fait des clubs qui sont vraiment très très faibles. Comment dire, il suffirait pas à Monaco et Marseille non plus de faire des choses extraordinaires pour pouvoir être au contact toute la saison. En réalité, il y a beaucoup de matchs, je pense. Alors c'est vrai que le match contre Montpellier, par exemple, normalement il pourrait le perdre, mais ce que je veux dire, c'est que pourtant il fait un très très mauvais début de saison, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que là on les a surclassés. Alors il y a ce fait d'arbitrage, le rouge il est mérité, mais quoi qu'il arrive, même si avant ce rouge, Paris surclassait Marseille en termes de possession de balle, de dangerosité, techniquement, etc. Quoi qu'il arrive, en fait, ça conditionne quand même une partie de l'analyse qu'on va faire sur l'ensemble du match. Et je pense même que le fait que Paris s'arrête... En fait, je cherchais depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à me souvenir de ce match que Paris avait fait contre Marseille et où Paris mène de mémoire 4-0 à la mi-temps. C'est l'année dernière, mais c'est au Parc des Princes. Ouais, et où après Paris arrête 2 joueurs en deuxième mi-temps et on est là. Alors là, hier, j'ai ressenti un peu moins de frustration parce que je me dis qu'avec le carton rouge, avec aussi ce qu'on attendait, les interrogations qu'on avait sur Paris, finalement, je me disais, bon, oui, j'avais envie en fait que ça y a 4, 5, 6, en fait, c'était vraiment ce que je souhaitais. Mais c'était pas le niveau de frustration que j'avais ressenti à ce match-là où je me suis dit, attends, 4-0, là, tu te disais, c'était parti pour un 7-8-0, le truc de rêve, le truc en tant que supporter face à ton club rival. Là, voilà, je me suis dit, bon, il y a eu ce carton rouge, il a fait sortir très vite Nuno Mendes. Alors, je ne sais pas si c'est pour une raison médicale ou pas. On n'a pas encore eu d'explication, mais visiblement,
Nuno Mendes, moi, quand j'étais au stade, il est allé directement dans les vestiaires après, donc ça n'avait pas l'air d'être un choix tactique. D'accord. Voilà. Peut-être qu'il voulait pas prendre de risque. Hein. Donc voilà, donc en fait, voilà, après, pour répondre à ta question sur finalement sur le Match référence. Ouais, sur le match référence. Voilà, moi, je suis plutôt sur la position de Jonathan. Je suis pas sûr. Enfin, ce début de saison sur le plan comptable en Ligue 1, il est très bien. Il y a beaucoup de choses très très bonnes aussi, très intéressantes en Ligue 1. Mais on ne peut pas enlever que, voilà, que sur le côté Ligue des Champions, c'est, je ne sais pas si c'est catastrophique, mais en tout cas, c'est à minima très médiocre par rapport à ce qu'on pouvait attendre au vu des premiers matchs qu'on a joués, enfin du calendrier en tout cas, et de ce qui nous attend par la suite par ailleurs, et de ce qu'on vise. Alors, on ne vise plus la victoire en Ligue des Champions cette année. Je crois que là, maintenant, ça ne fait plus débat auprès de personne. Non. Enfin, non. bon, voilà, sur un malentendu, comme on dit. Mais voilà, pour moi, c'est pas un match référence. Il y a eu d'excellentes choses sur lesquelles il faudra capitaliser. Mais pour moi, ça suffit pas pour le qualifier de match référence comme tant de matchs références qu'on a vu du Paris Saint-Germain ces dernières saisons, y compris quand ça s'est mal terminé à la fin. En fait, on avait vu des matchs extraordinaires. Là, c'est un très bon match. J'ai pris du plaisir, mais ça s'arrête là. Pour un match référence, en plus, il faut deux équipes. Enfin, moi, hier, bien avant le carton rouge, même si évidemment, il change tout. Il change toute la physionomie du match, mais je pense que tu leur mets, comme certains l'ont dit, tu leur mets quand même 3 ou 4. Mais derrière, la faiblesse de cet Olympique de Marseille qui nous avait promis l'enfer, le couteau entre les dents, irrespirable dès le coup d'envoi. T'as pas eu ça du tout. Donc, tu peux pas te baser sur une telle faiblesse adverse pour te dire ça, c'est le match sur lequel on va construire l'avenir de la saison. On n'a pas encore de match référence, on l'attend. Ça peut être l'Atlético au Parc des Princes. Oui, peut-être. Inch'Allah. L'Atlético, c'est pas fou. Hein. Ouais, ils ont encore perdu hier face au Betis Séville. Vu comment on est en Ligue des Champions, contre n'importe qui en ce moment. Voilà pour ce premier débat. On va parler de João Neves, on va parler de savoir si le championnat est plié, puisque c'est pas un match référence. L'équipe elle est pas ouf, mais bon, c'est quand même le 3e de Ligue 1 actuellement. Donc bon, pour le championnat, peut-être que ça en dit long. Juste vous donner, parce que au moment où on tourne, il y a le classement du Ballon d'Or qui tombe au fur et à mesure. Vitinha termine 27e. C'était le seul représentant français le représentant parisien dans ces 30 du Ballon d'Or. Il termine 27e devant Dovby qui est devant je crois Mats Hummels. Voilà. Donc c'est bien Vitinha. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voté dans le top 5 qui ont donné au moins un point à Vitinha. Il est derrière Mbappé. Non. Étonnant. Non, il n'est pas derrière Mbappé. Enfin si, il est derrière Mbappé, mais il n'est pas. pas. C'est ce qui m'étonne. Oui, voilà. Vu la saison de Mbappé. On fait une petite pause et on revient tout de suite dans 100% PSG, la tribune. Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu Paris. Ce samedi, c'est le premier de Ligue 1 qui reçoit le 5e Paris Saint-Germain RC Lens. C'est à 17h sur France Bleu Paris avec Romain Bédouc au micro, Eric Rabessandratana et moi dans le studio. France Bleu Paris, 100% supporter du PSG. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, avec Damien Dole de Libération, Aymeric Logal de 20 minutes et Jonathan Bensadoun de Canal Supporter. On rigole parce que Damien me disait mais qui t'a parlé là, Dovbyk? Et j'ai dû lui rappeler qu'il jouait à Girona. Donc, tu sais, Girona, c'est spécial quand même. C'est à part. Oui, c'est pour toi. Mais ce que je disais, c'est que c'est la personne qui connaît ce joueur dans toute la maison de la radio. Artem Dovbyk. Non, en plus, il est connu. Il a joué contre l'équipe de France et tout. Enfin, bref. Ouais, voilà. Artem, quand même. Quoi. Ouais, je suis retraité du foot. Moi, tu sais, moi, maintenant, moi, je regarde plus que le PSG. Artem Ben Arfa Dovbyk. Voilà. On va parler de João Neves. João Neves qui a marqué son premier but en Ligue 1 hier. Bon moment pour marquer ton premier but, João. C'est plutôt pas mal. João Neves qui est toujours meilleur passeur du championnat. Et on va se poser la question de savoir si c'est un futur très grand. Alors bien sûr, on va pas se baser seulement sur ce match face à l'Olympique de Marseille. On va parler de tout son début de saison. Il faut savoir aussi côté stats que João Neves hier, c'est celui qui remporte le plus de duels dans le match. 8 duels remportés devant Adrien Rabiot. Et paf, Adrien. Et donc João Neves, on va se poser cette question. Voilà, si c'est un futur grand, est-ce que tu as fini d'être conquis, Jonathan, par João Neves après le match d'hier? Franchement, je l'ai été dès le début. J'adore ce joueur. Déjà, on avait énormément d'échos positifs de la part des supporters du Benfica Lisbonne sur la qualité du joueur. Et quand on a pu un peu analyser avant son arrivée, déjà, c'était extrêmement séduisant.
Mais alors là, ce qu'il fait avec le PSG, moi j'adore. À chaque fois, je suis conquis. Alors, il manque un peu de consistance. Je trouve qu'il fait toujours il est toujours un peu sur courant alternatif. Il fait toujours une très bonne mi-temps, une deuxième ou une première mi-temps moyenne et une deuxième très bonne. C'est toujours un peu comme ça. Bon, après, il va gagner en régularité, mais il a un truc technique, ce mec-là, qui est où justement, on est un peu dans une époque où il y a moins comment dire, je dirais pas de génie, mais de romantique un peu. De joueurs soyeux. Foot. Ouais, lui, il est soyeux. Ça fait plaisir parce que, sans faire de comparaison, parce que je sais qu'il y a quelqu'un de très sensible à ma gauche sur Marco Verratti, mais c'est vrai que parfois il y a des faux airs de Marco, et moi, comme c'est un de mes joueurs préférés aussi, ça fait du bien, quoi. C'est pas le même style de joueur. C'est pas le même style, mais... C'est pas le même style de joueur, mais c'est vrai qu'il y a des trucs parfois qui nous le rappellent. Alors, Damien, je sais que c'est un crime de lèse-majesté de dire ça, mais est-ce que tu es d'accord pour peut-être mettre une forme de filiation entre les deux? Tu vois, j'écoutais comment je le dis de manière gentille et sympathique. J'ai l'impression que tu parles de ça, un mec qui est croyant, un croyant qui parle de sa religion. Tu lui parles de sa religion, tu vas pas le vexer. Non, mais est-ce que tu aimes le début de saison plus globalement, si on sort des aspects verratiesques? Est-ce que tu aimes bien son début de saison à João Neves? Moi, j'adore ce joueur et je le trouve même extraordinaire. Je sais qu'il n'a pas encore accompli on pourrait dire des grandes choses parce que c'est qu'un début de saison. Bon, c'est déjà 6 passes décisives quand même en championnat pour une première saison, c'est quand même déjà extraordinaire. Faut pas minorer cet acte-là, surtout qu'il y en a certaines qui sont vraiment pas mal, très très intelligentes, etc. Mais surtout, en fait, il a un truc que moi j'adorais chez Verratti et que je reprochais notamment à Vitinha sur sa première saison, c'est qu'en fait, il ose énormément. Il ose énormément de choses. Il ose des projections, ce que ne faisait pas Verratti. Il ose des passes compliquées, des passes difficiles, des passes qui peuvent être ratées, voire certaines qui peuvent même être dangereuses si elles sont ratées. Et en plus, il va au contact. Et ça, c'est vrai que il n'a pas peur d'aller au contact, alors même son jeu de tête, truc qui n'a aucun sens. Et il se retrouve à prendre des ballons de la tête, y compris dans la surface de réparation adverse. Alors qu'on a certains de nos grands joueurs qui n'en prennent absolument jamais. Tu te dis mais c'est pas possible, à quoi sert d'avoir autant de grands joueurs par la taille si aucun n'arrive à marquer des buts? Tu veux dire Fabien Ruiz, ça va vite. Hein. Mais non, parce que tu vois même Pacho par exemple, tu vois, il en prend, tu vois, il est très grand, il est très athlétique, etc. Et en fait, tu vois, je sais pas combien de duels de la tête ont été gagnés de la surface de réparation adverse. Peut-être que João Neves. On tire pas les corners, donc c'est un peu. Oui, c'est vrai. Non, mais sur les actions, tu vois ce que je veux dire, quoi, quand après oui, non, mais arrive. Et c'est vrai que moi, il a vraiment un truc que justement, quand on parlait de Verratti, bah oui, si tu veux une forme de filiation, oui, c'est pas le même poste. Oui, techniquement, voilà, je trouve Verratti plus fin encore techniquement que lui, même si João Neves, encore une fois, c'est super intéressant. Il est un peu plus grand, João Neves aussi. Hein. Oui, voilà, il y a ça, mais surtout, là où je trouve vraiment un truc très intéressant et ce que je pouvais ressentir sur Verratti, c'est qu'il arrive, il a pas eu peur de la première minute où il est rentré sur le terrain. Grand joueur à côté ou pas, son âge ou pas, je sais pas quoi, etc. Il n'en a absolument rien à faire et il joue son jeu. Et comme vous le savez, enfin vous le savez pas, ceux qui m'écoutez, est-ce que vous connaissez pas ma vie, enfin même si je la raconte régulièrement dans cette émission, mais je suis quasiment toutes les 2 semaines du côté de Ponto Combo, voir la Ferrière, etc. avec des amis portugais. Et dès qu'on a eu l'annonce de João Neves à Paris, mon grand pote qui est socio du Benfica, qui m'a dit ah là, qu'est-ce que vous venez de signer, il est super ce joueur, c'est un bon petit, vous allez voir, vous allez vous régaler, etc. Et il est plutôt très très fin connaisseur aussi du football et il n'a pas menti. C'est un joueur super, c'est hyper agréable et quand il est sur la feuille de match, en fait, je sais déjà que je vais passer un bon moment au moins en attendant ce qu'il va pouvoir faire. Petite anecdote sur João Neves qui est venu hier en zone mixte. Alors il est venu pas très longtemps, hein. Ça a duré un petit quart d'heure. Enfin, un petit quart d'heure. Non. La zone mixte a duré un petit quart d'heure, mais João Neves il est venu 1 minute et en anglais. Mais par contre, il y a un moment qui était très sympathique et ça représente peut-être l'innocence de sa jeunesse. On lui a dit bon, vous êtes prêts pour les supporters qui vont arriver au Bourget là et qui vont vous acclamer. Il dit ah bon, c'est une question que vous me posez là ou c'est quelque chose qui va vraiment se passer là? Et donc effectivement, il y avait les supporters qui étaient au retour de l'équipe. Aymeric, sur João Neves, toi aussi tu es complètement in love depuis le début de la saison. Il est trop mignon déjà. Rien que ça. Il est trop mignon ce garçon. Non mais je vais repartir aussi un petit peu sur Verratti, mais pas pour le comparer techniquement dans le profil ce que c'était, mais moi le premier match que j'ai vu de lui au PSG m'a fait tout de suite penser à la sensation que j'avais quand j'ai vu Marco jouer pour son premier match en championnat au Parc des Princes. Genre t'es là, tu le regardes de loin, t'as les larmes aux yeux, t'es là, oh bordel, ça va être à nous pendant des années.
et on a droit de penser qu'on va potentiellement se régaler. Il est beau. Alors, il traversait une période un peu plus délicate ces derniers temps, et c'est ça qui m'avait fait peur, parce que j'avais trouvé qu'il était monté très très vite, et que là, je le voyais un peu moins bien, mais il sortait aussi, il s'était fait une petite blessure ou pas, non? Ou alors je me gourre avec Vitinha. Non, c'est Vitinha qui Ouais, s'était un c'était peu Vitinha. blessé, mais Bon, lui, voilà, contre le PSG, il n'a pas forcément été. il était un peu extraordinaire. dans le creux de la vague, et je trouve que le fait de montrer que rapidement au Vélodrome face à une grosse équipe, face à une équipe au Vélodrome, tu montres que tu es dans le ton, et au-delà de ça, le garçon que c'est, de ce qu'on en sait un petit peu, de ce qu'on connaît, c'est que c'est un mec, voilà, c'est l'antithèse du bling bling, c'est un bosseur invétéré qui veut toujours apprendre, qui sur un match où il va terminer à 8 sur 10, il va te dire ouais, mais j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça. Et donc dans cette mentalité-là, au plus haut niveau, tu sais déjà que c'est la bonne voie. Ouais, moi, il me met des papillons à chaque fois que je le vois jouer. C'est Pour cool. terminer sur João Neves. Ouais, mais il y a, je vais encore rappeler avec Verratti, le truc qui me touche en fait quand je le vois, c'est son côté, où il ne fait pas semblant. Il est authentique sur un terrain. Et tu le vois, parfois, il se jette par terre et essaie de la récupérer comme pourrait faire Verratti. Là, on parlait justement du match du PSV. Un truc qui montre un peu cette authenticité, c'est la passe qu'il fait pour Dembélé quand il rate son face-à-face, cette espèce de petite passe de l'épaule. Ah, mais c'est des choses comme ça qui nous font plaisir, qui nous font aimer le football. Et João Neves, c'est ça, c'est un mec, il mesure 1m75, mais il est là à se battre sur tous les ballons aériens et il en prend plein. Et c'est ça, en fait, c'est ce côté où, en fait, comme Verratti, c'est des joueurs qui ne se cachent pas sur le terrain, qui sont 100% authentiques. Et moi, c'est ce que j'aime. Et en plus de ça, c'est des manières de ballon magnifiques. Et quand on parle de football, moi, je suis conquis. Moi. On a de la chance. On a de la chance. On va voir João Neves normalement pour quelques années. On va en profiter du côté du Paris Saint-Germain. Je vous pose la dernière question, le dernier débat, parce que l'heure tourne et on va devoir bientôt se quitter. Est-ce que pour vous, le championnat est d'ores et déjà plié? Alors, derrière cette question, il y en a deux petites. C'est est-ce que vous pensiez qu'il y avait match, qu'il y avait débat avant? Et est-ce que vous pensez que ce match-là, ce match de l'Olympique de Marseille, a véritablement acté la fin? Ou alors est-ce que vous pensez que non, c'est pas plié du tout et qu'il y a encore pas mal de choses à faire sur cette Ligue 1? Damien, est-ce que toi déjà tu pensais que le PSG allait encore être champion facilement comme les années précédentes malgré le départ de Voldemort là, ou ou est-ce que tu pensais qu'il allait avoir un peu plus de suspense et donc là ce match-là de l'OM aurait pu te faire changer d'avis? Moi, j'étais persuadé en début de saison qu'on allait être champion. Après, c'est pas forcément ce match-là qui me conforte parce que C'est un concurrent direct quand même. Tu vois. Oui, mais encore une fois, Marseille contre Paris, si on regarde depuis que le Qatar est arrivé, il déjoue quasi systématiquement. C'est même pas même. Il y a eu quoi? Peut-être il y a une 4, OPA 5, au 6 Vélodrome. matchs. Voilà, Au Vélodrome, il y a une OPA. Alors, je redonne la stat parce que c'est toujours bien de les redonner. Oui, donne-la. Donc, on n'a plus perdu au Vélodrome depuis 2011, depuis novembre 2011, la toute première défaite dans un classico quand les Qataris sont arrivés. Et l'Olympique de Marseille n'a plus marqué au Vélodrome face au PSG en Ligue 1 depuis 2017. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans le coup franc de Cavani à la dernière minute. Ça les a traumatisés. Ouais, c'est vraiment, voilà. Johnny Hallyday était en vie. Il a beaucoup qui est encore en vie. Je pense que si tu regardes l'âge de Yamal, franchement, c'est par rapport à. Bref, mais pareil, hier, Mohamed Riemery, on lui dit ça fait longtemps que le PSG gagne ici. Il dit oui, c'est vrai, la dernière défaite, j'avais 5 ans. Oui. Ah ouais, d'accord, ok. donc voilà, je pense que même. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas exclu que par exemple sur les 3-4 prochains matchs, en fait, il les gagne les Marseillais. C'est que juste que contre Paris, ils sont complètement. Enfin, il y a un blocage. Dès le début du match, c'est pour ça que j'ai du mal en fait à tirer des enseignements de ce match-là. La victoire fait énormément plaisir, c'est normal, c'est le club rival, etc. Moi, finalement, les matchs Paris-Marseille, en fait, c'est pas de la joie indescriptible, moi, c'est du soulagement systématiquement. Je me dis, bon, c'est bon, on continue en fait à faire le truc normal. Tu prends plus de plaisir, c'est juste c'est la crainte qui est enlevée. Si, je hurle sur les buts, etc. Je me lève et tout. Je fais encore peur à mon chat qui saute dans tous les sens et mes gosses qui demandent ce qui se passe et qui disent ils ont enfin le droit de crier à la maison. Et je veux dire, et voilà, mais en fait voilà, je suis soulagé en fait. Voilà, j'ai pris mon petit whisky à la fin du match après, tranquille. Voilà, donc ça t'a pas changé grand chose dans ta vision de la Ligue 1? Non, en fait, je me dis qu'encore une fois, ça se trouve Marseille là ils sont à 6 points, que dans 4 ou 5 matchs en fait ils seront encore à 6 points, peut-être 3 parce que Paris ou 4 parce que Paris aura fait un match nul, sorti de nulle part parce que Paris a des trous d'air. Quand même régulier, on en a eu encore cette saison. Il y a eu des choses ça a bien tourné en notre faveur aussi, alors qu'on aurait peut-être pu faire un petit match nul, voire une défaite.
Donc voilà, pour moi, on sera champion aussi par rapport à la concurrence. Et que nos deux concurrents pour l'instant semblent uniquement être Monaco et Marseille. Et que Monaco et Marseille, je ne les trouve pas transcendants. Mais voilà, je pense que voilà, ça suffira pour le championnat cette saison. Et en fait, c'est ce qu'on demande à Paris, en fait, c'est d'être champion tous les ans. Vu le budget, il ne faut pas parler d'argent, etc. Mais vu les sommes investies, vu le budget qu'on a, etc. C'est le minimum syndical que de remporter ce championnat. Mais voilà, moi, ça ne change pas en tout cas. Ça ne change pas ma vision de celle que j'avais auparavant. Aymeric, après 9 journées de Ligue 1, est-ce que le championnat est plié ? Je vais pas m'enflammer. J'étais venu là il y a 2 semaines en disant que j'étais heureux de savoir qu'on allait avoir un peu de concurrence et que ça allait peut-être durer un peu plus longtemps que prévu. Donc si j'arrive 2 semaines après en disant Walou c'est bon, on a déjà gagné, on taque 3 points d'avance sur Monaco. Je pense que Monaco c'est un autre calibre que l'Olympique de Marseille qui n'a déjà pas ce complexe là qu'ont les Marseillais contre nous au Vélodrome où effectivement, je pense que le classique il n'a plus de saveur réelle, hormis l'ambiance, etc. depuis que le Qatar est là, parce qu'ils ne savent pas comment l'aborder. Plus de saveur sportive, tu veux dire. Ouais, voilà. Oui, ils ont les guibolles qui tremblent, quoi. C'est ça qui est presque limite dérangeant. Les gars, venez nous emmerder, venez nous bouger. On demande aussi ça. C'est ça qui fait vivre la passion dans ces matchs-là. C'est ça qui fait que je fais la roue dans mon salon. Hier, je l'ai pas faite, tu vois. Monaco, Monaco, je trouve que c'est une équipe solide, que les postes sont doublés partout, qui a un esprit, qui a des idées de jeu. Donc, on va raison garder. Voilà, on est le 28 octobre. Si on se dit déjà maintenant que c'est plié, franchement, il n'y a plus de saveur. Déjà que moi, ça m'embête un peu ce manque de saveur. Donc, voilà, c'est pas fait encore. C'est pas fait. Jonathan, l'amour de la Ligue 1 pour terminer, il voit un championnat plié ou pas ? Non, parce que moi je pense que Monaco perd contre Nice dans un match qu'il ne devait pas perdre. Enfin, il ne devrait pas dû le perdre. Il y a une exclusion qui est un peu bête. Je pense qu'il manque un peu d'expérience. Mais l'équipe, elle est hyper intéressante. Je trouve que les boss sont bien doublés en plus. Il y a Adi Hüller, mais vraiment quelque chose d'intéressant aussi en termes de système de jeu. Donc, va falloir faire gaffe. Là, il y a 3 points d'avance, c'est très bien. Mais déjà, il y aura les confrontations directes à voir. Et je pense que ça ne sera pas simple dans les confrontations directes. Donc là, potentiellement, Monaco peut aller chercher des points sur ces matchs-là. Et puis, il y aura aussi un moment la Ligue des Champions où Paris va devoir aller chercher des points pour se qualifier, donc prioriser la Ligue des Champions peut-être au détriment du championnat, donc à voir derrière s'ils ne vont pas perdre des points en cours de route. Donc j'enterrerai pas Monaco et Marseille. Bon, avant le match, j'en parlais, je disais que Marseille aujourd'hui à date, en octobre, ils ne sont pas prêts. On les a vus même contre Montpellier où ils gagnent 5-0, mais le match n'est pas terrible. On l'a vu contre Angers, Strasbourg. Aussi, ce n'était pas terrible. Et contre Lyon, c'est un miracle. À voir avec le temps s'ils vont pouvoir vraiment exactement poser cette équipe, parce qu'il y a eu beaucoup de changements encore. Et on verra sur le match retour s'ils seront plus cadrés. Mais non, pour moi, la Ligue 1 n'est pas du tout encore jouée aujourd'hui. Et tu parlais on va terminer là-dessus, tu parlais des confrontations face à Monaco. Elles sont pile dans la période de Ligue des Champions, parce que le premier match face à Monaco, c'est le 5 janvier, donc c'est avant les 2 dernières journées de Ligue des Champions, et le deuxième match il est quasiment 1 mois et demi plus tard, donc c'est mi-février je crois, donc on serait dans des potentiels 16e de finale ou 8e de finale. Si on est qualifié. Si on est qualifié. Bon, 16e ça devrait aller quand même. Bon. On n'y est pas encore les gars, on n'y est pas. Allez, on va terminer, il est temps de siffler la fin de cette émission. Voilà, c'était une tribune courte, mais c'était une tribune très sympathique, post-classico. Merci à Aymeric Le Gall, merci à Damien Dole, merci à Jonathan Mensadoun d'avoir été avec nous pour cette tribune. Merci à vous de nous suivre, que ce soit sur YouTube, ceux qui nous regardent toujours plus, et ceux qui nous écoutent, bien sûr, les anciens en podcast. C'est très gentil, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine. On a le match qui va être commenté face à Lens, ça sera samedi à 17h, et puis la semaine prochaine pour une nouvelle tribune. Merci les gars, ciao à tous, il est temps de fermer cette émission.